réew la li koy avancé mooy mbay moo koy avancé Europe ak am na dëkk yoo xam ne mbay dañoo sonnoon mais ba ñu delloo ci affaire agriculture ci lañ seen dëkk si leen développé espagnol yi ñëw fii nii ñooy jóge fii ba Espagne te amul benn Sénégal boo xam ne mën na boo jàngee mën na am jot dem fii ba Espagne élaboré fa lu mel nii tey na raison pour laquelle ñëw nañ fii communauté rurale attribué na ko terrain boo xam ne bi communauté rurale moo ko moomoon gis nga ñëw ci liggéey te liggéey bi ñu ciy liggéey boo xoolee tey fi ñu toll nii tey nit ñi ci jël li ñu leen di fay demeewul noonu xam nga léegi nag dèjà fi ñu toll bu fekkoon na ñun fa ñu gouvernement mën nañoo jàppale baykat yi carrément ba ñu am moyens yooyu place espagnol yi africains yi am na ñoo xam ni ay intellectuels lañu ay agriculteurs lañu mën nañu gérer place yooyu te fi ñu toll nii dans ce cas loolu bu amee léegi nag dina tax fi ñu toll nii Sénégal sera plus émergent. Si l'État ne prend pas de mesures majeures, il y aura des problèmes d'ici quelques années. Parce qu'au Sénégal, il y avait tellement de problèmes concernant la sécheresse. C'est ça qui ne nous permet pas de faire élevage intensif. Obligatoirement que les éleveurs doivent faire le déplacement pour berger leurs animaux. Bon, au Sénégal, où nous n'avons pas même 200 000 km². Notre population actuellement, c'est environ de 14 millions d'habitants. Donc, l'élevage a une part très importante pour le développement des pays. Bon, actuellement, il y avait tellement de problèmes concernant l'accaparement des fonciers. Parce qu'ici à Thiès, si vous tournez environ de Thiès, il n'y a pas de terre. Parce que là où on est actuellement, il n'y a pas de forêt pour les éleveurs pour vendre nos animaux. Actuellement, il y a des programmes pour lutter contre le vol de bétail. Si on n'a pas de forêt, il y aura des problèmes. Pourquoi nous n'avons pas de forêt? Parce qu'il n'y a pas de terre qui nous permet de le faire. Deuxièmement aussi qu'il y a tellement de problèmes entre les éleveurs et les agriculteurs. Toujours il y avait mort d'hommes. Parfois il y avait des bagarres très sérieuses, des gens qui perdent les mains et vraiment des blessures très graves de la part des éleveurs ou des agriculteurs. Moi je pense que c'est une chose très importante et aussi que nous réclamons que l'État du Sénégal faire des réactions très intéressantes pour aider les populations. Parce qu'entre les éleveurs et les agriculteurs, c'est des gens qui sont vus sur le terrain, qui sont des mêmes intérêts, parce que nous, on travaille ensemble au niveau de la brousse. Parce que si les agriculteurs accaparaient les terres ou des autres, comme vous voyez, ici, il y avait des années passées, c'est vraiment, il n'y a pas de maisons. Mais actuellement, vous trouvez que les gens achetaient beaucoup de terres et aussi construire des maisons ou morceler, vendre des gens. Moi, j'espère que c'est l'État qui doit prendre les mesures. Au Sénégal, et bien en Afrique en général, on a une phrase qui fait rire. On dit il y a de la place, il y a de la terre disponible. Bien. Aujourd'hui, le Sénégal fait 12 millions ou 13 millions d'habitants. Dans 25 ans, il y aura plus de 20 millions de Sénégalais. Dans 1000 ans, le territoire sénégalais n'aura pas 1 mètre carré de plus. Et donc, la première question qu'on se pose, étant donné qu'on ne peut pas arrêter tout de suite la progression démographique, ceux qui vont venir vont être où? Donc je pense que la logique voudrait qu'on pense, on ne voit pas les surfaces d'aujourd'hui avec la population d'aujourd'hui, mais avec l'avenir. Première chose qui manque. Deuxièmement, il y a 15 à 17 millions de petits ruminants dans ce pays et de vaches. Ils ne sont pas dans des maisons. Alors, il faut qu'on calcule, vous pouvez demander aux géographes ou aux spécialistes, combien d'hectares il leur faut pour se nourrir. Et tu le prends aussi sur le territoire. Et tout le monde sait aujourd'hui l'accélération de la salinisation, donc des terres qu'on ne va plus produire, du sable qui occupe des terres. Alors, quand tu fais tous ces bilans, ta première question, c'est de dire, est-ce qu'il y a vraiment de l'espace pour nous? Au lieu de commencer à dire, ah, moi j'ai pris la voiture entre tel endroit et tel endroit, il n'y a rien. Vous voyez? Donc les gens, il faut que d'abord ils comprennent que les Sénégalais augmentent. On n'a pas besoin de faire d'études. Ceux qui sont là, ils le savent. Quand tu connais ton quartier, ton village, tu sais que les gens augmentent. Bon, comme la terre n'augmente pas, alors il faut
avoir un système d'aménagement du territoire sur 30 ans, 50 ans ou 100 ans. En ce moment, tu te calmes. Tu ne vas pas te permettre de dire on va donner 20 000 à gauche, 10 000 à droite. Moderniser l'agriculture, sécuriser les exploitations familiales, développer l'élevage, la pêche et exploiter les autres richesses naturelles qui se trouvent à la surface ou enfouies dans le sol dans l'intérêt bien compris des populations et de l'ensemble du pays en garantissant la paix sociale, c'est le grand défi de la gestion de la question foncière au Sénégal. En plus d'avoir mis en place la Commission nationale de la réforme foncière, l'État du Sénégal a adopté les directives volontaires, un instrument de gestion concertée de la question foncière. Les principes des directives volontaires ont été officiellement approuvés par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale en mai 2012 et 130 pays, dont le Sénégal. Ce sont des principes qui font la promotion d'une bonne gouvernance foncière, d'une gouvernance responsable, et sont dispatchés en deux catégories. Il y a des principes généraux où on invite les États, en première partie, on invite les États tout d'abord à reconnaître les droits fonciers légitimes des populations, ensuite de les protéger, de faire la promotion et de les protéger pour des cas de conflit. De l'autre côté aussi, les principes des directives volontaires invitent aussi les acteurs non étatiques, que ce soit les entreprises, les ONG, etc., à aussi reconnaître les droits fonciers des acteurs ou bien des petits producteurs en plus, et à les reconnaître, mais aussi à les protéger et aussi de faire tout pour qu'il n'y ait pas de violation de ces droits fonciers. Et les principes des directives volontaires aussi, on parle beaucoup plus de droits fonciers légitimes dans les directives volontaires. Et là, il y a eu les droits fonciers qui sont reconnus par la loi. Et de l'autre côté, il y a des droits fonciers coutumiers et les directives volontaires, mais ces deux droits-là, ensemble, on peut parler de droits fonciers légitimes. Donc, de l'autre côté aussi, pour l'autre catégorie, nous avons les principes de mise en œuvre, où on parle de dignité humaine, où on parle de l'équité, de l'égalité des genres dans l'accès aux fonciers. On parle aussi d'approche holistique, et c'est à partir de l'approche holistique aussi, c'est par rapport à ce principe-là, où l'on invite aussi les populations, les acteurs non étatiques qui souvent réclament leurs droits, de revoir aussi leurs obligations face à ces ressources naturelles-là. Pour une appropriation des directives volontaires et leur application, plusieurs catégories d'acteurs ont été formées. Il s'agissait de renforcer leurs capacités et de leur faire comprendre le contexte et ce que disent les directives volontaires. Parmi ces acteurs formés, il y a les leaders paysans, notamment les femmes et les jeunes du CNCR, ainsi que les parlementaires. Tous ont bénéficié d'ateliers d'imprégnation et de sensibilisation. Nous avons suivi 2 séminaires. Tout récemment, il y a eu un séminaire où la commission du développement était invitée, un séminaire composé des députés de la sous-région. Il y avait des députés du Mali, des députés de la Mauritanie, il y avait des députés des États de la sous-région. Mais antérieurement, il y a eu un grand séminaire aussi des parlementaires, toujours organisé par l'IPAR et la FAO, au niveau de Mbour, de Saly, où nous avons été initiés, formés aux directives. Et ces directives-là sont très importantes dans la mesure où, vous savez, la question foncière est une question délicate, une question très importante. Et je le dis souvent, la majeure partie des guerres sont liées au foncier en tant que tel ou au foncier en tant que ses ressources. Parce que les ressources foncières aussi font l'objet de beaucoup de guerres dans le monde. Et nous sommes un pays donc, de nature pacifique, mais nous partageons du foncier avec d'autres pays. Surtout qu'actuellement, c'est le moment des découvertes. Découvertes de mines par-ci, découvertes de phosphate par-là, découvertes de pétrole. Et c'est pourquoi j'ai bien aimé donc, le séminaire qui a été organisé par IPAR, qui nous permet d'abord de mieux comprendre donc, ces directives et d'anticiper sur éventuellement des phénomènes qui peuvent arriver, parce que nous ne sommes pas à l'abri de conflits. Il y en a de petits conflits, agriculteurs-éleveurs, qu'on note tous les jours avec
les parcours de bétail avec les champs qui sont... Donc parfois il y a des pénétrations d'animaux qui viennent détruire une partie des récoltes. Donc ça pose énormément de problèmes. Mais aujourd'hui, avec ces directives qui constituent pour moi un élément de pacification de l'espace, parce que ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe, de mieux discuter des questions foncières. Et demain, avec ces directives, ce séminaire qui a été organisé dans la sous-région, où nous partageons, par exemple, la question de l'eau, qui est aussi une question liée au foncier. Nous avons le fleuve Sénégal qui est à cheval entre nos États, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, etc. Donc, avec toutes ces questions-là, moi je pense que les directives, le séminaire a été venu au bon moment et ça nous a permis de mieux nous former, de mieux nous imprégner de ces directives dont le Sénégal s'est approprié, et ça nous permet aussi de discuter, mais d'élargir dans le cadre d'une démultiplication de cette formation pour que toutes les populations ou une bonne partie soient au courant de ces directives et qu'ils puissent l'appliquer comme le Sénégal s'en est approprié. En tant que première adjointe au maire et dans les organisations, parce que je suis dans le développement, dans les rencontres où j'ai eu l'occasion de participer, j'ai fait une restitution. Mais les directives sont dites volontaires. Il n'y a aucune exigence qui est derrière une loi ou un décret ou autre, qui est derrière ces directives, autre que la volonté de nos gouvernants ou des acteurs qui se partagent la gestion du foncier. Leur propre initiative peut les pousser, ou une sensibilisation ou une prise de conscience peut les pousser à intégrer vraiment toutes ces valeurs de transparence, de gestion équitable, de participation, de communication et de collaboration, vraiment pour une bonne gouvernance foncière. Au début, je ne connaissais même pas ce que signifient les directives volontaires. Mais après la formation, nous avons pu comprendre que les directives volontaires sont devenues une nécessité en tant que jeune, mais en tant qu'éleveur, donc qui vit dans des zones un peu loin du Sénégal. Donc c'est devenu une nécessité. Donc après la formation, on disait même qu'il est même possible de voir les autorités qui se trouvent dans les coins du Sénégal pour essayer de les pousser à appliquer les directives volontaires. Parce que les directives volontaires, ça parle foncier, ça parle de transparence, ça parle de concertation. Donc c'est devenu on parle d'une manière générale de gouvernance foncière. Donc c'est très important pour nous en tant qu'éleveurs, mais en tant que jeunes qui actifs dans le milieu rural. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'accaparement des terres est devenu un fléau mondial. Donc il est important d'avoir une notion pour au moins un jour puis défendre des gens qui viennent prendre notre terre sans même nous mettre au courant de ce qui se passe. Pour toucher un plus grand nombre de personnes, les journalistes ont été eux aussi formés. Une formation à l'issue de laquelle ils se sont regroupés en réseau. Un réseau dirigé par Serine Segnane de la radio TradePoint. Nous avons eu la chance d'avoir bénéficié de formations sur ces directives volontaires-là. On a parlé d'abord de la gouvernance foncière de manière générale. Ensuite, on a spécifié pour nous parler des directives volontaires. Et c'était avec le Conseil national de concertation des ruraux, le CNCR, en partenariat avec d'autres organismes tels que l'IPAR, l'Initiative prospective agricole et rurale, et surtout Action Aid, qui nous ont accompagnés et qui nous ont permis d'avoir un œil et de mieux comprendre c'est quoi les directives volontaires. On était 25 parce qu'on a été sélectionnés sur la base de l'intérêt que nous avions accordé à la gouvernance foncière au niveau national. Et quand on s'est rassemblés, donc là aussi les journalistes, c'est ce qui ont eu à travailler sur la question, ont eu à faire des présentations sur leurs travaux. Il faut dire que ça nous a permis quand même comme je l'ai dit tout à l'heure, de mieux comprendre la gouvernance foncière au niveau national, au niveau de notre pays, mais aussi de comprendre qu'au-delà de cette réglementation nationale-là qui est légale, il y a quand même d'autres possibilités de régir le foncier et de la manière d'ailleurs la plus paisible, parce que les directives volontaires, c'est quoi? Ça permet un peu de reconnaître les droits légitimes des populations, surtout les populations autochtones. Au Sénégal, la mise en place d'un comité de pilotage constitue l'un des importants résultats obtenus dans le cadre de la dissémination des directives volontaires. C'est un cadre qui facilite les échanges et qui définit les orientations et les actions qui permettront d'aller vers une amélioration de la gouvernance foncière.
Ce programme de dissémination des directives volontaires a été très innovant dans le fait qu'il a cherché à réunir toutes les catégories d'acteurs qui pouvaient apporter leur pierre à l'édification d'une bonne gouvernance foncière qui s'inspire des directives volontaires. Parce que comme vous le savez, les directives volontaires ont été conçues dans le cadre d'un processus multi-acteurs et multi-États et qui a permis de dégager des principes de base qui, appliqués, permettent d'assurer une bonne gouvernance foncière. Donc nous avons 5 principes généraux et 10 principes de mise en œuvre qui tous tournent autour de l'amélioration de la gouvernance foncière. L'innovation que nous avons su apporter au Sénégal, c'est de mettre ensemble des acteurs étatiques, des acteurs de la société civile, des acteurs du secteur privé qui discutent ensemble, échangent autour de ces directives, planifient ensemble et on est arrivé à décrocher d'ailleurs un appui de la FAO via le gouvernement italien pour que chacun puisse, selon ses compétences, travailler sur un programme commun de dissémination et de mise en œuvre, cette fois-ci, des directives volontaires. Il faut dire que les 2 premières années ont permis de renforcer les capacités des acteurs pour qu'ils comprennent c'est quoi les directives volontaires, quel est le contexte qui a amené ces directives volontaires et également que dit les directives volontaires. Maintenant, on veut aller plus loin que cela, développer des actions de terrain qui permettent d'aller vers une application effective de ces directives volontaires. Nous avons une plateforme qui regroupe toutes les personnes morales et physiques qui sont intéressées par les questions de gestion foncière. Donc, aujourd'hui, ensemble, nous discutons pour voir comment faire en sorte de tenir en considération les intérêts, d'abord des populations par rapport à la gestion de la terre. Maintenant, notre connexion avec la réforme, il se trouve que aussi la plupart des membres de la plateforme du acteur sont aussi membres de la Commission nationale de la réforme foncière. Donc, ça leur permet d'être à la fois dans les 2 structures qui travaillent sur cette question-là. Maintenant, en général, chaque fois que de besoin, en tout cas, les acteurs, nous rappelons, en tout cas au niveau de la Commission, la nécessité de tenir compte donc, des directives volontaires pour avoir surtout une réforme foncière équitable qui sécurise l'ensemble des acteurs. La terre, c'est comme une ressource, c'est comme le pétrole pour un pays, c'est comme l'or, c'est comme le diamant. Donc il faudrait que ces ressources-là soient des ressources profitables à la population et à tous les segments de la société. Donc il faut que d'abord, que la réforme foncière puisse être une réforme foncière qui sécurise l'accès à la terre, notamment des petits exploitants agricoles. Il faut que ce soit une réforme qui promeut un accès équitable de la terre pour les jeunes et pour les femmes. Parce qu'aujourd'hui, il est noté que les femmes et les jeunes ont un accès difficile à la terre. Il faut que ce soit une réforme foncière qui tienne compte aussi des besoins donc, du pastoralisme, donc le code pastoral, donc des aires de pâturage et des aires de transhumance. Il faut que ce soit une réforme foncière qui permet aussi donc, des investissements pour l'agrobusiness, pour booster l'agriculture et l'économie du pays. Donc une réforme foncière qui est bonne, c'est une réforme foncière qui permet une agriculture intégratrice et qui sécurise chaque acteur pour l'accès à la terre. Le travail de dissémination des directives volontaires a bien démarré. Même si les actions déjà menées semblent satisfaisantes, il reste cependant beaucoup à faire. La commission du développement est bien formée de ces directives, mais au-delà de cette commission, au-delà du noyau qui a suivi donc ces formations, il faut aujourd'hui une démultiplication sur l'ensemble des députés. Nous sommes 150. Il y en a qui aujourd'hui ne savent pas ce que c'est qu'une directive volontaire. Et j'en appelle donc à la diligence et la générosité de IPAR et de la FAO pour qu'on puisse organiser d'autres séances de formation, d'autres sessions de formation pour que, sous la houlette évidemment de la commission, nous pouvons piloter ça ensemble pour que tous les parlementaires puissent subir une formation sur les directives volontaires. Au niveau de la base, les comités locaux de développement peuvent utiliser les directives volontaires pour promouvoir une bonne gouvernance foncière.
il y a ce qu'on appelle les comités locaux de développement. Et là, tous les groupes d'acteurs doivent être dedans. Et ces comités locaux vont au-delà des directives, parce qu'ils vont jusqu'au budget, etc., locaux, etc. Donc, il faut développer cela. C'est important qu'on puisse, et que maintenant, ça soit inscrit dans chaque activité de ces comités locaux, départementaux, et les directives volontaires. Les directives volontaires, c'est un instrument de prise de conscience, d'information, mais on ne doit pas l'institutionnaliser. On doit faire la meilleure publicité, la meilleure animation et sensibilisation pour toutes les couches du pays et même au niveau de la présidence de la République. Après un intense travail de réflexion et de formulation des directives volontaires, est venu maintenant le temps de l'action. Pour une bonne gestion de la question foncière, aucun effort ne sera de trop, car il est question de la préservation de la paix sociale et du développement économique harmonieux du pays.